Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Coup de tête, l'émission qui analyse et qui décortique l'actualité des Verts. Je le fais bien, t'as vu l'intro de Marco, hein. Pas mal, pas mal. Donc si je fais l'intro, c'est que Marco n'est pas là. On le salue. Il a été s'amuser un petit peu loin d'ici. En tout cas, on le salue. Il était à Geoffroy Guichard hier. Il nous a fait passer au moins un coup de cœur. En tout cas, je suis accompagné d'Eric, fidèle parmi les fidèles. Salut Eric, ça va aujourd'hui? T'as le sourire. Salut Olivier. Bah oui, la banane avec une manita. Qu'est-ce que ça fait du bien? Exactement. Barcelone, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas mis une manita à personne, hein? Je sais que c'est ton autre club de cœur. On va parler des Verts, on va pas parler de Barcelone. Donc on va, comme d'habitude, bien revenir sur le match face à 3. On reviendra aussi au niveau des plusieurs questions. On a préparé quelques titres musicaux en l'absence de Marco, c'est nous qui nous y sommes collés. On dira une page, on fera une petite place au foot en Haute-Loire, hein, qui commence à frétiller. euh, Avec bientôt une belle Coupe de France pour le Puy-Foot, hein, dans les catégories masculines et féminines d'ailleurs. Et puis on présentera le prochain match de l'AS Saint-Étienne en fin d'émission pour terminer sur les coups de cœur et les coups de tête. Mais avant ça, on revient ensemble sur le match de la semaine. Écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors évidemment, c'était le match de la semaine, puisque c'était hier soir qu'il fallait se rendre pour voir les Verts eh bien, l'emporter contre toute attente, et surtout voir une équipe un petit peu transfigurée, une équipe vraiment d'abord un petit peu modifiée, hein, puisque à part avec l'Arseneur dans les buts, Nadé et Briançon en charnière centrale, Masson latéral gauche, Apia latéral droit. Au milieu de terrain, c'est Monconduit qui remplaçait donc Tardieu qui était malade. Il était accompagné au milieu de terrain par Chambaud et par Mouefek. Et puis devant, c'était le retour de tant attendu de Ibrahim Sissoko, accompagné sur le côté gauche par Cafaro et sur le côté droit par Mboukou. Et bien, donc quand je parle d'une équipe transfigurée, c'est une équipe surtout qui va aller presser les Troyens de manière assez phénoménale, hein, comme on avait rarement vu, en tout cas à Geoffroy Guichard, qu'on a rarement vu depuis pas mal d'années, je dirais. On pourra y revenir ensemble, mais cette fin qu'avaient les Stéphanois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et ça va payer, puisque ça va mettre très souvent les Troyens dans l'embarras. On va voir des Troyens, des défenseurs troyens empruntés, qui vont faire pas mal d'erreurs. Mais c'est sur une belle action que les Verts vont d'abord ouvrir la marque, hein, puisque c'est Cafaro qui va être dédoublé par Masson. Masson va faire un centre-tir et c'est le gardien qui va détourner sur Ndiaye, et c'est Ndiaye qui va marquer contre son camp. On est au quart d'heure de jeu. Puis à la 38e, eh bien, un joli but. Très très beau but de Sissoko, hein, le Malien qui revenait tout juste de la CAN cette semaine, qui a été lancé sur une ouverture très lointaine par Michael Nadé, contrôle, orienté, qui met la défense un petit peu aux abois, et une frappe croisée qui laisse aucune chance à Alemdar, le gardien troyen. 2-0 donc à la mi-temps, et puis ça va continuer, malgré parfois par bribes des petites réactions côté troyen, hein. Ça va continuer puisque les Stéphanois ne vont pas arrêter leur pressing, hein. Ils vont prendre des cartons, on y reviendra dessus, hein, puisqu'il y a 3 cartons au premier mi-temps, mais ils vont quand même continuer ce pressing. Et ce sera Mboukou, hein, lui aussi, alors que très bonne nouvelle pour ce joueur qui était en manque de confiance, qui est lancé par Chambost et qui lui aussi va venir inscrire son but, son premier but stéphanois. On est à la 51e minute et ça fait 3-0. Et puis, tu l'as dit, ce sera une manita que les Verts vont inscrire, puisque le plus beau but, c'est peut-être celui de Masson, qui va venir sur son pied droit à 25 mètres et qui va décocher une frappe qui va aller se loger pleine lucarne, hein, une frappe puissante des 25 mètres qui va aller se loger pleine lucarne. 4-0 et même 5-0, puisque Chambost va se muer
en passeur encore une fois, et sur la tête de Briançon qui va bien décroiser sa tête et qui va venir inscrire son 5e but. Voilà pour le score. Alors on pourra revenir sur d'autres faits de jeu au hasard des questions, mais franchement, je pense que ta première question, je la vois venir. Hein. Non, mais en l'absence de Marco, on va ça va être sous forme de discussion. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai beau chercher dans mes souvenirs, j'ai du mal à retrouver une telle intensité et une telle soif de victoire. C'était pas ma question. Non, en tout cas, qu'est-ce que c'est agréable d'écouter un compte rendu pareil. On a perdu l'habitude, malheureusement. Donc, ça fait sacrément du bien. Une magnifique victoire des Verts. Donc, dans les souvenirs, oui, le dernier 5-0, c'était la saison dernière, hein, la réception des Bastiers à Geoffroy Guichard après une claque monumentale reçue face au Havre, qui a fini par monter en Ligue 1. Alors, ma question, après je répondrai à la tienne, c'était comment expliquer tout simplement qu'une équipe moribonde, il y a 10 jours, du côté de Dunkerque, se métamorphose de la sorte. Quelle magie verte, et non pas noire, a opéré dans le chaudron? Si tu as une explication. Alors, je pense que la magie, elle a opéré surtout du côté de l'Etra. Et dans le bus du retour, dans l'avion, excuse-moi, hein, ils reviennent plus en bus, c'est les autres équipes de Ligue 2 qui reviennent en bus, les Stéphanois ils reviennent en avion, mais à mon avis la solution est à chercher dans ces deux endroits parce que d'abord parce que les supporters qui s'étaient rendus lors du dernier déplacement, franchement je pense ont bien fait sentir au groupe stéphanois que c'était une honte de porter la tunique verte et d'afficher un tel comportement. Alors parfois ça marche pas, hein, parce que c'est pas la première fois que les supporters essayent de faire réagir cette équipe qui est pas à la hauteur de son public. Mais là cette fois ça a marché parce que je sais pas ça. Alors là le côté magique, je t'emboîte le pas. Parce que oui, ça tient un petit peu de la magie, parce que plein de fois on a vu des comportements pas très à incriminer et qui n'ont pas donné derrière une réaction. Je pense que le rôle de Dalloglio, qui est pas là depuis très longtemps, et il t'a souligné aussi, je pense qu'il a dans la semaine, quand je parle de l'Etra, je pense qu'il a mis les Verts face à leurs responsabilités, et notamment au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il les a fait bosser comme des fous cette semaine, pas de jour de repos, 2 entraînements par jour si j'ai bien tout suivi. Et Dans un à Geoffroy Guichard. Et il les a fait, il les a fait bosser comme des fous. Et puis sans les lâcher, je veux dire, parce que bosser pour bosser, ça sert à rien, mais je pense qu'il il les a harcelés toute la semaine. Parce qu'ils avaient des choses à se faire pardonner. Moi, j'ai cette explication, parce que quand tu vois pas seulement le terrain, bien sûr, le foot qui a été pratiqué, mais aussi les visages, les satisfactions, les points rageurs qui se sont affichés, je pense qu'il y a eu quand même des choses qui se sont dites dans la semaine et une prise de conscience. Oui, il y a eu des discours, on attendait des actes. D'ailleurs, c'est le titre d'un article avant match, c'était assez parlé. Donc là, les joueurs ont pris leur responsabilité. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu tout ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire une équipe conquérante. Tu as parlé tout à l'heure de pressing d'entrée, c'est vrai, on a étouffé d'entrée cette équipe troyenne, donc on n'a pas vu de la partie. Hein. Ensuite, il y a l'état d'esprit, l'engagement, l'intensité, donc tous les ingrédients qu'a réclamé Dalloglio, qu'il a réussi à mettre en place l'espace de cette rencontre, en espérant que, bien sûr, ce match demande confirmation. Hein, si un feu de paille, ça aura servi à rien, mais en tout cas, c'est de très bon augure. Et puis, ça a aussi de quoi nourrir quelques regrets, parce qu'on se dit, si là où le bas blesse, c'était uniquement à ce niveau-là, niveau mental, et finalement, on peut se demander quel est le vrai niveau de cette équipe. Mais en tout cas, on a laissé passer pas mal de points par rapport au potentiel affiché et entrevu hier à Geoffroy Guichard par cette équipe. Franchement, la question, tu vois, est-ce qu'on peut jouer tous les matchs comme ça, avec cette intensité Quand tu es chez toi avec un public pareil, normalement oui, quoi. Après, bien sûr que l'issue ne sera pas toujours la même, mais bon, si tu mets ces ingrédients-là d'entrée... C'est vrai que ce que je voulais rajouter, c'est que peut-être que 3, c'est un petit peu la victime parfaite. Parce que, alors il n'y a pas que 3 hein, qui ouvrent un peu le jeu, mais même si ils ont changé un peu de politique avec l'arrivée de David Guillon, tu sens que cette équipe, elle est quand même elle est portée vers l'attaque.
C'est des jeunes. Côté gauche, Ça c'était pas essaye mal. de jouer, ça essaye vraiment de jouer. Ça joue pas à bloc bas. Donc c'était un peu la victime idéale. C'est bien tombé finalement. Mais contre une équipe, je sais pas, je prends l'équipe d'Amiens. Je suis pas sûr que tu vois, même avec cette intensité, bon, ils auraient peut-être craqué, mais ils en auraient pas mis 5, je pense. Je pense pas. Quand on en Et- met 5, on peut en mettre 8. Ouais, en plus. Entre le poteau et puis les situations litigées dans la surface adverse, on y reviendra tout à l'heure, mais bon, franchement, c'est pas cher payé, quoi. C'est ça, on avait dit que cette équipe de 3, ils avaient recruté un joueur d'expérience, un joueur qui connaissait bien la Ligue 2 par ligne, mais a priori ça n'a pas suffi. Hein. Donc le projet City Group a du plomb dans l'aile parce que faire du jeu, jouer à la mode Guardiola en Ligue 2 française, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Ouais, les rares joueurs qu'on connaissait, Chevalrin. Après, côté gauche, Saïd, mais qui est sorti à la mi-temps. Ça m'a assez surpris d'ailleurs. C'est un petit peu le seul homme dangereux côté gauche, avec le latéral gauche qui est sorti également juste avant la pause. Mais oui, c'est vrai que cette équipe-là n'a absolument rien montré. Puis c'est la seule que, depuis le début de saison, on a battu à 2 reprises. Parce qu'on avait gagné à l'aller 1-0 sur le Demo Effect dans le temps additionnel. Et puis là, donc, le carton qu'on leur a mis. Alors, il y a un autre suiveur qui a un regard différent sur ce match-là, et je pense que ça peut emboîter sur une autre question. C'est MC Pampille qui, cette fois-ci, ne va pas chanter, mais qui a un ami, lui aussi, qui a regardé le match et qui en donne une analyse, vous allez voir, assez particulière. Bonjour MC Nation, ravi de te recevoir. Tu as regardé le match hier des Verts contre 3, belle victoire. Quelle est ton analyse, mon blé? Eh ben, comment te dire, au début du match, on s'était dit que le cochon était dans le maïs, mais finalement, les Verts ont fait preuve de solidarité avec de bonnes cocottes pour prendre du terrain sur l'adversaire. Ils ont été conquérants dans la patte, avec un bon molle, ils ont franchi la ligne 5 fois, l'Arseneur a fait des arrêts de volée, les mouches ont changé d'âne, ils ont ouvert la boîte à gifles et ils ont réussi à remettre l'église au milieu du village. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais vu les derniers matchs, il n'y a pas de quoi faire les faramelins quand même, parce qu'en face 3, ça se cassait pas trop patin canard. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que les Verts ont enfin respecté les valeurs de l'Ovalie. Ils ont fait preuve d'impact. Ils ont été conquérants durs sur l'homme. Les moches ont changé d'âne. Ils ont ouvert la boîte à gifles. C'était à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ils ont remis l'église au milieu du village. D'accord, MC Nation, pour ton intervention. Hein. Laisse tomber, je m'en occupe. Les Verts, hier. Victoire! Ça, c'est bon. Bon, on n'oublie pas les matchs d'avant. Non, c'est compliqué d'oublier. On verra la suite contre Angers-les-Monts. Hein. Il faut enchaîner. Si. Mais ça, c'est bon. On va pas faire les faramelins, mais une victoire, ça, c'est bon. Une victoire. 5-0 contre 3. Les Verts, ils se sont enfin mis en 4. Un lundi, des supporters au top. Une ambiance huilée. Ouh, moi, j'étais à 2 doigts de me lancer dans une petite pampille. Il faut enchaîner. Et cette fin de saison, on sera comme 9. Ça peut changer. On sait jamais. Allez les Verts, ça c'est bon, One on the night. Allez les Verts. Voilà, donc il avait un ami, cette fois-ci MC Pampille, du nom de MC Nation, du nom du tournoi de rugby qui vient de commencer il y a 15 jours. Voilà. Au début, j'avais pas capté le jeu de mots, ça y est, je l'ai. MC Nation et MC Pampille. Donc, est-ce que ça emboîte sur une question? Je l'ai, moi, en tout cas, cette question. C'est vrai que on a vu une équipe un peu transfigurée qui a mis l'opposition, qui a placé l'enjeu sur le plan physique, sur le plan de l'intensité, au risque de prendre des cartons. Et il y en a même un qui est jaune foncé, si mes souvenirs sont bons, parce que Nadé, par exemple, il peut prendre plus qu'un carton jaune. Donc, est-ce que c'est pas... Quand je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas jouer tous les matchs comme ça, est-ce que on n'a pas pris un peu trop de risques? Est-ce que c'est pas prendre un peu trop de risques de jouer de cette manière-là?
Ouais, mais ça rapporte. Après, ça correspond à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein. Donc, quand on fait un pressing haut, quand il y a des joueurs qui mettent de l'impact, forcément, après, ça a des conséquences. On a vu, on parlait tout à l'heure des individualités, mais un Mouefek, par exemple, j'ai appelé, qui est de tous mes voeux qu'il soit titulaire. Là, on a vu qu'il avait beaucoup apporté au milieu de terrain. Il a gratté beaucoup de ballons. Dans la récupération, il s'est projeté également. Donc, oui, il y a beaucoup d'impact au milieu de terrain. Donc mon conduit qui a pris un carton qui sera suspendu lors du prochain match, la réception d'Annecy, mais bon, comme Tardieu sera de retour, ça ne porte pas beaucoup à conséquence. Après, il y a plein de types de fautes. Winade est assez emprunté, en début de rencontre, même si c'est lui qui est à l'origine du second but de Sissoko. Cafaro, il fait souvent un petit peu les mêmes fautes. Le carton qu'il a pris là, malheureusement, on en a l'habitude. Et puis les autres qui ont pris des cartons, c'était Briançon et puis Cardona quand il est entré, il s'est un petit peu prêté avec le gardien, mais ouais, écoute, c'est pas grave, hein. 5 buts, 5 cartons. Donc moi c'est 5 cartons quand même. C'est ça, 5 cartons, ça fait beaucoup. Mais moi aussi, je suis d'avis et je trouve que c'est ce qui manquait à cette équipe. Hein. C'est ce supplément d'âme, cette grinta, voilà. Parce que en Ligue 2, se défoncer comme ça contre une autre équipe de Ligue 2, c'est vrai qu'on a des joueurs qui ont des égos peut-être un peu forts et aller se jeter comme ça sur tous les ballons comme un chien de la casse, je dirais, c'est peut-être ce qui manque à cette équipe. Et d'ailleurs, dans le recrutement, moi j'appelle de mes voeux de recruter des joueurs qui ont un petit peu cette panoplie dans leur jeu. On n'en avait pas en fait. Si tu regardes bien, tu parles de Mouefek, mais Mouefek il est jeune, tu vois, un joueur qui va de temps en temps venir jouer sur cet impact physique. Et Briançon hier, il a mis un sacré tacle. Heureusement qu'il prend le ballon. Voilà, je pensais à Briançon. Donc Briançon, il est bien là-dedans, mais parfois il se transforme en Beckenbauer. Tu dis non, ton jeu c'est de rentrer. C'est pas mal comme référence. Non mais oui, mais ce que je veux dire c'est qu'il essaye de ressembler. Tu vois, aujourd'hui les défenseurs c'est des joueurs de ballon. Tu regardes en Première Ligue, tu regardes même en Ligue 1, il y en a pas mal maintenant. Ouais, mais en Ligue 2, des Moinadé, je trouve que... C'est un combat, Ligue 2. Voilà, c'est un combat. Et quand tu mets le... J'arrive pas à trouver l'expression, l'enjeu du match sur ce terrain-là, souvent, t'es gagnant. Et c'est vrai qu'on n'a pas des joueurs comme ça. On s'est dit qu'en jouant bien, c'était un peu la patte Batless. On s'est dit qu'en jouant bien, comme 3 à l'époque, en pratiquant du beau jeu, un peu comme Auxerre, sauf qu'Auxerre, on n'a pas la même. Il y a un travail sur du long terme. Et alors qu'en fait, pour remonter au classement, il va falloir mettre aussi de l'impact. Et je trouve que Dalloglio a une très bonne idée de jouer un petit peu sur ce levier-là, ce ressort-là. Moi, c'est ce qui me manquait dans cette équipe. Tu vois, dans la semaine, j'y pensais avant de regarder ce match. Ce qui manque, c'est dans le recrutement en tout cas, c'est des joueurs comme ça, tu vois, même, alors je dis pas des joueurs méchants, des joueurs qui prennent des cartons, mais des joueurs de club, des joueurs, et qui sont capables de laisser, de tout laisser sur le terrain, tu vois. J'ai la référence de Guillou, mais il y en a d'autres. En Ligue 2, tu regardes à Rodez, ils sont tous comme ça. Les gars, à la fin du match, ils tombent. Ils en peuvent plus, quoi. Moi, j'ai jamais vu les Stéphanois s'asseoir à la fin d'un match. Il y a Briançon l'an passé qui s'était sacrifié, rappelle-toi. Sur un but qu'on encaisse, il va percuter le poteau. Ouais, bon, oui, non, mais le sacrifice. Alors, c'est un guerrier quand même. Oui, non, mais Briançon, je suis d'accord qu'il est capitaine et que voilà, mais si t'en as qu'un dans l'équipe, et encore une fois. Parfois, quand t'es tout seul, tu te mets à jouer, tu te mets au diapason des autres et tu te mets à jouer à la baballe un peu. Voilà. Lors d'un match précédent à Geoffroy Guichard, il y avait Masson aussi, qui faisait des retours quand même assez musclés sur son vis-à-vis. Ouais, non. Après, là, je parle pas de faire des fautes, je parle de tout laisser sur le terrain et de pas croire qu'on va gagner. En faisant des décalages très propres à la... Non, on va gagner parce qu'on va récupérer des ballons peut-être de manière assez sale, faire du sale, et peut-être faire une passe de raccro. Moustapha Bayal sale. Faire des passes de raccro et marquer un but comme ça, prendre l'avantage, et la confiance, elle revient. Et après, tu marqueras peut-être des buts plus jolis, mais il faut
faut pas croire que parce qu'on s'appelle Saint-Étienne, on va pratiquer le jeu d'Auxerre ou le jeu de l'équipe qu'on voit jouer à la télévision, quoi. Et puis un joueur qui avait son retour, qui a fait le plus grand bien, c'est Sissoko. Hein. Donc quand tu as un joueur comme ça devant, sachant que Wadji malheureusement était une nouvelle fois absent. Non, mais c'est vrai que on se rappelait plus trop des qualités du Malien. Il n'a pas beaucoup joué à la CAN. Il est peut-être d'ailleurs un peu frustré. Mais là aussi, tu vois, s'ils ont joué à Geoffroy, il a organisé un match que pour lui finalement cette semaine. Il a organisé une confrontation en interne pour l'intégrer parce qu'il sait que c'est un buteur, hein, et là, il l'a montré, hein, il touche un contrôle, une frappe, but, quoi. Il y a une première occasion, un débordement de Cafaro qui fait un très bon centre et il coupe la trajectoire, le gardien repousse. Le but qui marque, il faut le mettre. Hein. L'enchaînement est très bien réalisé. Ouais, ça change tout. C'est pas la même équipe, et puis c'est vrai que Wadji, cette saison, je crois que c'est pas sa saison. Hein. Non. Malheureusement. Il va falloir attendre, je sais pas, autre chose. Qu'est-ce qui serait bien de les associer, hein. Pourtant, l'association, c'est vrai que ça peut être très 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 bien. Donc au niveau de la compo, tu en as parlé, les changements, il y a 3 joueurs qui ont fait la réapparition dans le 11. Donc Nadé, puisque l'autre fois on avait assisté à sa mise sur le banc un petit peu surprise au profit de Petro, Mouefek au milieu de terrain et puis donc Sissoko dont je viens de parler, avec un système donc en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1. Moi hier j'ai plutôt vu ça, mais je sais pas ce que tu en penses, avec Monconduit donc dans le rôle de Tardieu, puis après de gauche à droite il y avait Cafaro, Chambaud, Mouefek et Mboukou, avec donc Sissoko devant, on va pas chipoter en point de fixation, mais c'est vrai qu'il a été très important le Malien, il a fait le plus grand bien. Alors il commet des fautes, hein, c'est sûr, mais il était comme les autres. Hein, la présence athlétique, il est le premier à défendre, d'ailleurs, donc souvent maladroitement, donc d'où les fautes qui sont ciblées contre lui, mais en tout cas, moi j'ai trouvé très précieux, et puis un milieu de terrain, vraiment... Il y a une prestation d'ensemble remarquable pour une fois, hein, de la part des Verts. On a parlé de l'attaque puisqu'on a marqué 5 buts, mais il faut parler aussi de la défense puisqu'on a la meilleure défense du championnat avec 22 buts encaissés. Et puis on a soigné la différence de buts. On passe à plus 4 et ça peut être important, hein, dans la ligne droite, avec le 11e clean sheet également réalisé par l'Arseneur qui était... il n'avait absolument rien à faire. Il a juste fait une belle envolée sur la fin pour la photo. Mais sinon, absolument rien concernant l'Arseneur, qui quand même a été à l'origine indirecte du 2e but. Il a temporisé, c'est assez surprenant. On a l'impression un petit peu qu'il gagne du temps alors qu'il n'y avait qu'un 1-0. L'arbitre lui a fait signe de jouer, puis finalement il a combiné avec Nadé qui a mis cette longue balle dans le dos des défenseurs. Et puis donc Sissoko a profité du mauvais alignement des défenseurs, il a la limite du hors-jeu d'ailleurs, pour inscrire le 2e but qui met les Verts à l'abri. Il a fait le break à ce moment-là, juste avant la mi-temps. Et puis après, en 2e mi-temps, on a déroulé. Hein. Ouais, c'est vrai que à 3-0, les Troyens avaient compris. Alors moi, avec un but refusé pour hors-jeu avant qu'il soit accordé plus tard, le but de la tête de Briançon, un tir sur le poteau, et puis plusieurs situations litigieuses. Alors je sais pas, toi tu as vu les ralentis à la télé, moi pas du tout. Hein, ouais, c'est vrai qu'on peut siffler un penalty sur Mouefek, j'ai l'impression, qui est poussé en le dos, au moins un. Mais bon, c'est vrai que je comprends l'arbitre qui a 4, il y avait 4-0 à ce moment-là, je crois, si mes souvenirs sont bons. T'as pas envie de... Enfin, s'il y a pénalty, il y a pénalty. Hein. Bien sûr. Mais on est tout le temps sur une appréciation... tu vois, il n'y a pas la VAR, donc c'est l'appréciation de l'arbitre et t'as pas envie d'enfoncer. Tu sais que l'équipe... D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y ait 5 minutes de temps supplémentaire. Oui. Tu pouvais te dire, bon, ça va, arrêtons le massacre. Les Troyens, les pauvres, ils n'avaient pas besoin de 5 minutes de temps additionnel. Mais voilà, moi, je suis assez d'accord avec ça. Respectons les règles. S'il y a pénalty, il y a pénalty. Voilà, mais j'essaye d'expliquer, si on fait un peu de psychologie, pourquoi l'arbitre a un petit peu hésité peut-être. Moi, sur les joueurs, j'aurais bien aimé qu'on dise un mot sur Bouchoirie, qui donc... pour la 2e fois consécutive est sur le banc et ça pose question parce que c'est quand même, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur de ballon de cette équipe. Alors sur ce match, c'est peut-être pas étonnant. De ballon, moi c'est pas loin d'être le meilleur manieur de ballon quand même. Cafaro, c'est pas mal. Cafaro, ouais. Mais c'est vrai que on peut s'étonner.
On peut s'étonner que de pas trouver Bouchoirie. Comment tu l'expliques, toi? Ouais, c'est vrai que Bouchary, c'est le joueur vraiment qui mettait du rythme dans ce milieu de terrain. Donc là, force est de constater qu'il est beaucoup moins en odeur de sainteté avec Dalloglio qu'il pouvait l'être avec Batles. Hein. Donc c'est vrai il a été sorti à la mi-temps lors d'un précédent match à Geoffroy Guichard, il était sur le banc à Dunkerque. Il est rentré en toute fin de match en faisant grise mine. Et puis là, pareil, il est rentré, il a joué une demi-heure si on compte le temps additionnel. Bon là, il était moins tranchant, non, mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus, c'est assez incompréhensible. Bon. Par contre, il est rentré dans un meilleur état d'esprit. Oui, J'ai l'impression qu'il a compris que lui aussi, l'ego, il va falloir le laisser au vestiaire parce que Dalloglio, lui, que ce soit un très bon joueur de foot, ça l'empêchera pas de le mettre sur le banc toute la fin de saison s'il n'est pas capable de venir chicoter un peu l'adversaire aussi. Proprement, je dirais pas, parce que on sait que Bouchoirie, lui, des fois, il prend des cartons bêtes. Alors, il va falloir du banc, hein, parce que à cette allure-là, 5 cartons par match, si on continue sur cette lancée, ce que je vois bien venir quand même, hein, même à Angers, hein, je pense qu'on va rester sur ce modèle hein, d'une équipe qui a la dalle pour. Parce que d'habitude, c'est l'équipe d'Angers qu'on dit pour laquelle on dit ça. Donc là, ça sera les Stéphanois. Je pense qu'ils vont mettre l'accent là-dessus. Et il va falloir du banc parce que à cette allure-là, tu l'as dit, c'est que mon conduit qui sera suspendu, mais à cette allure-là, il risque d'y en avoir d'autres. Après, il y a un milieu de terrain quand même assez fourni. Hein. Il y a pas mal de joueurs. Donc là, en dehors des titulaires, il y a Famba également. Donc il y a Tardio qui va revenir. Après, les joueurs qui ont pris des cartons sont des joueurs défensifs. Pareil, Batou Missika va également revenir de la Coupe d'Afrique. Il y a Petro qui était sur le banc et qui en est sorti pour remplacer en fin de match Nadé. Ouais, il y a quand même du monde dans cette équipe. Ouais. Alors, on a vu des joueurs hyper contents, un public hyper content. Donc, on va pas bouder notre plaisir. On va quand même vous passer l'hymne de Saint-Étienne, celui qui a accompagné les plus grands exploits de ce club. Mais revisité à la sauce rock'n'roll. On ne pouvait pas s'en passer. Dans le vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous encore nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez, les Verts. Voilà pour ce titre qui fait bien plaisir et qui est de circonstance. On voulait revenir sur le jeu et sur les joueurs. C'est un appel contre appel. Non, pas d'habitude, on faisait des top-flops. Je t'ai mis dans le zig et tu m'as mis dans le zag. Récemment, c'est des flop-flops. Et alors, une fois qu'on a un top-top, il faut quand même en profiter, quoi. Exactement. Et puis, ce jingle est tellement beau que je le remettrai. Alors, Olivier. Donc, moi, mes tops, c'est Masson. Parce que du début à la fin, il a montré des qualités physiques qu'on lui connaît. Mais en plus de ça, il a agrémenté tout ça avec un but magnifique, franchement. Et pour le coup, Dalloglio, qui aime bien les faux pieds, là, on peut le remercier. Tout à fait. En tout cas, parce que voilà, il se décale sur son pied droit. Et c'est vrai que le gardien est gêné par ce type de situation. Et mon deuxième top, c'est Sissoko. Alors Sissoko parce qu'il marque lui aussi un but magnifique. Et puis il pèse quand même pas mal sur la défense, on l'a vu. Il y a encore du déchet dans son jeu, cette espèce de nonchalance qu'ont les avant-centres, hein, qu'on reprochait parfois à Crasso également. Mais
c'est vrai qu'il a l'instinct du buteur. Parce que cette longue balle, il faut vraiment venir se la contrôler dans la course et puis savoir où est le gardien parce qu'il le prend complètement à contre-pied, comme s'il savait exactement où était le gardien. Donc c'est vraiment un vrai but de buteur. Et puis enfin Chambost qui avec ses 2 passes décisives, et il est sur une lancée assez phénoménale, Dylan Chambost, puisque à chaque fois il arrive à tirer son épingle du jeu pour offrir une passe décisive. Bon, sauf la semaine dernière, mais il devient l'homme de Dalloglio, j'ai l'impression. Il a perdu très peu de ballons. Je l'ai trouvé relativement discret en première mi-temps. Puis en deuxième, effectivement, il délivre 2 passes décisives pour Mboukou et Briançon. Je te rejoins concernant Masson, évidemment, qui est à l'origine du premier but contre son camp et puis qui marque un magnifique but qui n'est pas sans rappeler le but qu'il avait inscrit à la Beaujoire lors de la saison 2020-2021. Ensuite, Sissoko également. Et puis moi, je rajouterais Mouefek, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé le jeu de Mouefek, beaucoup d'abattage en milieu de terrain, donc sa capacité de harceler le porteur du ballon. Et puis, je rajouterais également Cafaro. Alors, c'est un joueur qui m'a un petit peu déçu en début de saison, qui a un fort potentiel, on le sait, il est capable de décanter de situation avec son coup de patte. Et bien là, je l'ai trouvé très bon. Son côté gauche, c'est lui qui était à l'origine de la première occasion de Sissoko. Et puis, c'est lui qui est à l'origine du premier but. C'est lui qui décale Masson. Et puis, voilà, il a quasiment toutes les bonnes situations. Il était à l'avant-dernière passe où il était à l'origine de ces occasions-là. Donc, gros match de la part de Cafaro. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui mériteraient d'être cités, évidemment. Bon, bah voilà, on a fait le tour sur ce match. Un petit peu moins en vue. Ouais, tu voulais parler quand même des flops? Moi, je mettrais Cardona. Son entrée en jeu m'a guère convaincu. Il s'est procuré des situations, certes, mais je trouvais qu'il n'a pas fait les meilleurs choix, sûrement par manque de confiance. Ouais. Et en première mi-temps, j'ai pas trop apprécié mon conduit qui a perdu beaucoup de ballons. Il s'est rattrapé en deuxième mi-temps et il en a gratté pas mal, au contraire. Nadé, on l'a évoqué également tout à l'heure, même s'il était à l'origine du deuxième but, plutôt emprunté en première. Voilà, mais après, c'est très relatif. Les joueurs qui ont été meilleurs en deuxième période, j'ai trouvé qu'en première, et puis l'entrée un petit peu décevante, à mon sens, même s'il tire sur le poteau de Cardona. C'est pas des titulaires, c'est-à-dire que ça fait pas très peur parce que on sait que Nadé, il y a Batou Binsika qui arrive, on sait que mon conduit, il y a Tardieu qui est là, et puis devant, c'est vrai que maintenant Cardona sur le banc. Ça va peut-être être, s'il n'arrive pas à trouver le déclic, ça va peut-être être sa place sur le banc, malheureusement. On a pas parlé de Mboukou, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a beaucoup provoqué également. Il marque son premier but, ça fait plaisir pour ce garçon. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on a tout de suite vu qu'il retrouvait de la confiance après son but, comme souvent. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors, samedi à 15h, l'ASS se déplace à Angers, qui est deuxième à 1 point du leader Auxerre, chez qui il a perdu samedi. Les Angevins ont été battus lors de leurs 3 derniers déplacements au championnat, mais en revanche, ils sont invaincus à domicile. Ils avaient concédé 2 nuls en août et puis ils restent sur 10 victoires consécutives, série en cours. 10 victoires en marquant 20 buts et en n'en prenant que 3, même si les 4 dernières ont été obtenues par un seul but d'écart. Le meilleur buteur angevin, on le connaît bien, c'est Loïs Diony, auteur de 10 buts. Dans l'effectif, il y a une incertitude sur la présence du gardien ivoirien, Yaya Fofana, donc qui est toujours à la CAN, qui devrait rentrer dans la semaine. Et puis, on se souvient évidemment du match aller, qui était un match référence, qu'on avait remporté 2-0 avec des buts de Sissoko et Petrov. Et puis, c'est un match à 15h. Malheureusement, ça ne nous porte pas chance, parce que depuis le début de saison, j'ai calculé, on a joué à 11 reprises, 2 victoires seulement, 2 nuls et 7 défaites, dont les 2 dernières à Amiens et Dunkerque. Donc c'est un horaire assez compliqué pour les Verts, mais bon. Ouais, c'est un gros morceau, parce que tu parles du match contre Auxerre qu'ils ont perdu, mais c'était quand même très serré. Puis, Auxerre joue à 10. Voilà, mais le match a mis longtemps à vraiment se décanter, et puis ça aurait pu tourner dans les deux sens. Bon voilà, ils jouaient à la maison au Serre, et quand je dis ça, c'est que pour Angers aussi, c'est très important de jouer à la maison. Ils ont laissé aucun point, pratiquement, donc un vaincu, 2 nuls, donc ça serait une très très grosse performance. Bon, on va voir je pense un bon match de foot, comme le match aller, parce que on avait vu un très très beau match au match aller, donc on se frotte les mains à l'avance, on languit d'être à samedi 15h pour voir si cette équipe stéphanoise, cette fois-ci, elle va garder la flamme, ce feu,
elle va garder ce feu et l'entretenir parce que la dernière fois, le feu s'est éteint. Il s'est allumé contre Angers, puis s'est éteint tout de suite. Donc on espère que le feu va rester allumé du côté de l'Etra et surtout du côté d'Angers. Envers et contre tous. Exactement. Puisque tu parles de ça, excellente transition. C'est ton choix, Eric, que je partage. Parce que cette chanson de signée Jacques Hardy comporte de très belles paroles. Chemin de gloire, nous marcherons ensemble. Le point de la victoire, levé qui nous rassemble. Du fond de nos mémoires, une force nous pousse, comme un cri exutoire, envers et contre tous. 20 ans de purgatoire, qu'à nos pieds le sol tremble. Ces heures sombres, vous croire et survivre se ressemble. La couleur de l'espoir à notre âme était douce et brûlait chaque soir. Et contre tous. Je te laisse débriefer, Eric. Le titre ? Voilà, c'est magnifique. La chanson de Jacques Hardy, des superbes paroles. Ça fait un petit peu balade irlandaise, stéphanoise en tout cas. J'aime beaucoup. C'est partagé. Alors, on passe tout de suite, oui, parce que le temps passe, au coup de cœur. C'est parti, tout de suite. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur, bien sûr, pour la magnifique soirée d'hier, ponctuée d'une manita, des valeurs retrouvées, du spectacle, une pluie de buts. Les Verts ont réalisé le match parfait en espérant qu'il constitue un déclic pour la suite et qu'il les réconcilie avec le public. De Rodez à Dunkerque, la France entière vous piétine, avait affiché en avant-match les Green Angels. Cette fois, c'est l'ASS qui a marché sur son adversaire. Je viens d'évoquer les Green Angels. Ils fêtent aujourd'hui leur 32e anniversaire. Alors, je pensais qu'hier, il y aurait pas mal de bougies allumées sur leur gâteau en Cup Sud. Il n'en a rien été. Il n'a peut-être pas envie que le Cup soit à nouveau fermé. On verra bien ce qui se passera contre Concarneau. Je parle de Concarneau puisque c'est le match qui a été choisi pour célébrer les 90 ans du club. En tout cas, bon anniversaire aux Apaches de la Sud. Coup de cœur pour le magnifique but d'Ivan Masson. Coup de cœur pour Max-Alain Gradel, Jonathan Bamba et Jean-Philippe Crasso qui ont remporté la CAN ce week-end. C'était pas gagné au départ, loin de là. En tout cas, bravo à eux et puis une pensée pour Jean-Louis Gasset qui a commencé l'aventure mais qui ne l'a pas fini. Et enfin, un coup de cœur, je ne sais pas si tu as vu ça, pour l'acteur Timothée Chalamet, c'est un acteur au cœur vert. Tu as vu passer la brève, donc il était présent hier au Grand Rex pour son dernier film. Et puis l'équipe du film, connaissant son amour des Verts, a fait distribuer au public qui était massé devant l'entrée des casquettes et des écharpes de l'AS Saint-Étienne. Et donc la salle était toute verte, donc c'est un bel hommage aux Stéphanois, une belle manière d'entretenir la flamme, le feu sacré en cette veille de Saint-Valentin. Ouais, puis c'est pas un acteur
petit acteur, quoi, parce qu'il est aussi très connu outre-Atlantique, c'est ça? Ok. De mon côté, il y a des choses que je vais aussi redire. Je vais quand même revenir, mon coup de cœur en tant que Pono, parce que je suis né au Puy, j'ai même joué dans ce club il y a très longtemps. Donc, j'étais très fier de cette qualification, de voir le Puy comme ça, tout en haut dans un quart de finale. Franchement, qui l'eût cru? Il y a peu de temps de ça, même s'ils avaient éliminé Nice, on était loin d'un quart de finale à l'époque, et puis Nice, ils étaient venus en claquette, alors que là, Laval, ils étaient vraiment venus pour jouer crânement leur chance. Donc ça a plus de valeur pour moi, et surtout aller en quart de finale, toute la France du foot va avoir les yeux braqués vers ce petit poussé. Donc c'est un super éclairage sur le département, sur le club. Et puis sur le travail des hommes en place, on a parlé d'Olivier Mionnet, on parle aussi de l'entraîneur de Dieff, qui font un super boulot. Mais ce qui je trouve dommage, par contre, c'est qu'on on se rappelle plus que le Puy a déjà joué en Ligue 2. Je veux dire, ils étaient à la hauteur de Laval. Alors c'était dans les années 80. En D2. En D2 à l'époque. Mais alors pourquoi on s'en rappelle plus? Parce que le club a changé de couleur, a changé de nom suite à des problèmes financiers. Mais Saint-Étienne a connu des problèmes financiers. C'est pas pour ça qu'ils ont changé de couleur et qu'ils ont changé de nom. Du côté du Puy, on a voulu changer radicalement, s'attribuer d'autres couleurs pour des raisons parfois obscures, et je le regrette un peu parce que du coup aujourd'hui on se rappelle plus de cette équipe rouge et noire qui avait amené tout un département avec elle du côté de Lafayette à l'époque, et qui vibrait, quoi, parce que la Haute-Loire c'est quand même une terre de football. À un moment on avait 3 joueurs nés en Haute-Loire qui étaient en équipe de France. Bon, c'est moins le cas, mais vous imaginez, démographiquement on représente vraiment rien du tout, et pourtant on avait 3 joueurs en équipe de France. Donc c'est un pays où on aime le football. Il manque peut-être pas mal d'ingrédients encore, notamment financiers et au niveau des infrastructures, mais je pense que une équipe de Ligue 2 aurait toute sa place en Haute-Loire au Puy-en-Velay. J'en ai 2, il manque le 3e. Et le 3e, à part Grégory Coupé et Sidney Govou, c'est qui le 3e? C'est Sagnol. Ah non, il est de Montfaucon. Oui, de la Haute-Loire, j'ai dit. Ah oui, t'as du Puy, d'accord. Non, de la Haute-Loire. Quand je dis que la Haute-Loire est une terre de football, et après j'ai rebondi là-dessus. Et puis la Cannes, je dirais juste, évidemment super. Franchement, il y en a qui critiquent le niveau, mais moi ce que j'ai adoré, c'est voir Gradel faire le tour d'honneur avec le drapeau du Maroc. Puisque on se rappelle que les Marocains avaient dit nous allons essayer de qualifier nos frères ivoiriens, et puis c'est les Ivoiriens qui ont gagné finalement, et donc pour les remercier, Gradel a pris le drapeau marocain et fait un tour d'honneur à la fin du match. Non, c'est le coup de cœur de Marco aussi, très très belle canne. Il nous a transmis son coup de cœur, c'était Maxence Gradel également. Ouais, exactement. Et puis le but de Sissoko, il fallait pas qu'on l'oublie. On passe au coup de tête. Si je retrouve, ben voilà. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Écoute, un seul coup de tête. On a évoqué tout à l'heure la qualification du Puy Foot dont tu viens de parler, qui va affronter Rennes. Donc mon coup de tête, on saura demain exactement. Le président va communiquer son choix sur le lieu de la rencontre, puisque le stade Massot n'est pas homologué pour un quart de finale. Donc ce sera soit Geoffroy Guichard, soit on va inverser la rencontre et jouer à Rennes, ce qui serait quand même dramatique pour le public altiligérien un jeudi soir à 20h45, alors que Geoffroy Guichard est tout prêt. Je rappelle que Saint-Étienne et le Puy sont clubs partenaires. Donc moi je ne comprends pas que, vu l'exploit réalisé par le Puy, on n'ait pas la décence de mettre à disposition à titre gracieux, alors vraiment en ne demandant rien du tout en échange, le stade Geoffroy Guichard pour un match de cette envergure-là. Enfin, je ne comprends pas. Donc il y a une somme qui a été annoncée. Quand tu dis nous, attention, c'est pas le club de l'AS Saint-Étienne, c'est la ville. Le stade appartient à Saint-Étienne Métropole. Enfin, oui, voilà. Quand on veut trouver une solution, je sais pas. Alors là, entre gens intelligents. Donc au départ, d'après ce que j'ai compris, c'est la location, les frais de location
s'est élevé à 300 000 euros, qui ont été ramenés à 150 000. Mais le problème du Puy, c'est qu'ils doivent vendre apparemment donc 15 000 places pour entrer dans leurs frais. Donc un jeudi soir, c'est pas évident. Hein. Donc en tout cas, j'espère que les Poneaux vont pouvoir se déplacer à Geoffroy Guichard, parce que sinon, c'est vraiment pour une fête comme la Coupe de France, la fête serait gâchée quand même. De jouer un quart de finale. Faut pas oublier que justement Rennes, en Ligue 2, Le Puy et Saint-Etienne étaient adversaires, ouais. et que lorsque Le Puy a été joué à Saint-Etienne, le public stéphanois a été n'a pas toujours été très tendre avec Le Puy. À partir du moment où les Verts jouent, c'est normal. Oui, bien sûr. Non, mais il y a eu aussi des colibés sur le côté rural de la Haute-Loire. Il y a eu beaucoup de choses qui. Tu penses que les Poneaux seraient mal reçus à Geoffroy Guichard? Mais non, parce que évidemment il y aurait énormément de gens de spectateurs de la Haute-Loire, et puis aujourd'hui ils sont pas adversaires. Donc, mais voilà, un jeudi soir, les Poneaux étaient traités de paysans par les Stéphanois à l'époque. Et voilà, donc bon. Le contexte est différent. Après, je suis d'accord avec toi que c'est complètement naturel qu'on joue à Geoffroy Guichard, parce que sinon, Rennes, c'est sûr que tu vas jouer à Rennes, c'est sûr que là, par contre, tu peux pas passer. Tu n'as aucune chance de passer ce tour. Ce serait juste intéressant financièrement, mais bon, le football, c'est autre chose. Hein. Mais financièrement, de jouer à Rennes? Oui, parce que c'est Rennes qui paie du coup les frais d'organisation. Et tu récupères la moitié de la recette. Ouais, mais ils touchent quand même, ils ont touché, à chaque tour qui passe, ils touchent quand même pas mal d'argent. Hein. Puis là, je signale que Laval n'a pas laissé sa part au Puy. Ouais, tout à fait. Bon, apparemment, il y aurait eu quelques incidents également, ceci peut expliquer cela, mais bon. Tout à fait. Alors, moi, ce que je regrette le plus dans cette histoire, mon coup de tête, parce que de toute façon, le foot, hein, c'est des gros sous, c'est une histoire. Moi, ça me choque pas vraiment qu'il y ait des histoires, que Saint-Etienne ne fasse pas l'effort de faire un prix, mais c'est que ce soit Laurent Wauquiez qui aille négocier les tarifs. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que en fait la seule chose que je vois, c'est comme c'est lui qui donne des subventions en tant que président de région, bah il doit dire mais ça, pour moi c'est pas de la politique, c'est un aspect très négatif, c'est la face sombre de la politique, c'est-à-dire que si tu fais pas un prix au Puy Foot, t'auras moins de subventions l'année prochaine, tu vois, c'est ça que ça veut dire, mais c'est complètement on n'élit pas des gens pour qu'ils fassent ça, et il faut laisser le maire de la Saint-Etienne Métropole négocier avec le club du Puy en toute simplicité, avec les liens naturels qu'il y a, ne serait-ce que la ville de Saint-Etienne qui est peuplée de gens de la Haute-Loire, et le parler stéphanois est aussi un parler altiligérien. Il y a beaucoup de mots du Gaga qui viennent de la Haute-Loire. Bon, bah, la nature voudrait qu'on joue à Geoffroy Guichard, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'on aille, comme tu nous l'as expliqué, vers une autre issue. C'est l'ancien maire du Puy qui parle, Laurent Wauquiez. Écoute, et puis il est au conseil d'administration du club. Ce côté-là, tu peux l'entendre, mais il est aussi président de région. Il a les doubles casquettes, les triples casquettes. Donc c'est pas correct. Il faut laisser les gens négocier comme ça. On n'est plus dans un système féodal. L'annonce sera faite demain. Plusieurs sites rennais annoncent le match à Geoffroy Guichard, mais ça n'a pas été confirmé. Donc on l'espère que le match se déroulera à Saint-Etienne. Et cette fois-ci, le jeudi 29 février à 20h45. J'ai récupéré un peu de santé, je serai là. On fera un bus. Exactement. Bon, à Rennes, ça va être plus difficile. Même tu en sais quelque chose, faut bien préparer son voyage. Surtout qu'on joue à Paris, nous à Paris FC juste après. Ouais. Donc on peut passer par la Bretagne. Ouais, ça peut faire un road trip, c'est ça, à la limite. Ok. Ben voilà pour cette émission. Je suis content qu'on soit arrivé au bout sans trop d'encombre. Merci pour ton travail, Eric. Merci, un gros coucou évidemment à Marco qui nous a bien manqué. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser le match contre Angers. Avec, on l'espère, on va pas souhaiter 5 buts, mais un petit but à l'extérieur et 0 encaissé nous irait très bien. On va suivre ça de près. À bientôt, bonne semaine. Bonne semaine, allez les Verts.